Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, la Présidente l'a dit, c'est la première fois que la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes se saisit sur un texte budgétaire. C'est bien là une illustration concrète du volontarisme qui nous anime toutes et tous au sein de la DDF et un signal politique fort que nous envoyons alors que la thématique de l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale du quinquennat. Et par ailleurs que des événements regrettables l'ont placée en haut de l'agenda médiatique. Comme pour toute première, les conditions de mise en œuvre ont parfois été un peu baroques, puisque les travaux ont pu commencer il y a à peine 3 semaines, le rapport ayant été lancé le 11 octobre. Malgré ce temps contraint, le travail mené nous permet d'ouvrir de nombreuses pistes qui mériteront d'être approfondies tant les enjeux sont complexes. Dans cette perspective, la délégation a conduit plusieurs auditions au cours de 4 séances d'audition qui ont eu lieu au mois d'octobre. Nous avons entendu la direction de la législation fiscale, la direction générale de la cohésion sociale, la Fédération nationale Solidarité Femmes, ainsi que l'Agence française de développement. J'ai également entendu, lors d'auditions rapporteurs qui étaient ouvertes à l'ensemble des membres de la délégation, des responsables de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, le Mouvement d'Uni, le Centre Hubertine Auclair, la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi que Madame Hélène Périvier, qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Couvrant des sujets qui sont très nombreux, ces auditions ont été extrêmement riches et ont conforté mon choix de ne pas m'arrêter au seul programme 137, Égalité entre les femmes et les hommes, mais bien de couvrir les 2 parties du projet de loi de finances et d'approcher de manière synthétique l'ensemble du très vaste champ de la politique publique d'égalité. Je tiens, avant de commencer, à rappeler le caractère contraint de l'action parlementaire dans le cadre des discussions budgétaires. En effet, les parlementaires ne peuvent ni diminuer les ressources de l'État, ni créer de charges publiques. C'est le fameux article 40 de la Constitution. Et donc, je tiens à préciser que les recommandations que je propose ici prennent acte de cette règle constitutionnelle. Dans ce cadre, l'objet de ce rapport est bien d'aboutir à des propositions concrètes pour une meilleure prise en compte des enjeux d'égalité femmes-hommes dans le budget et une meilleure effectivité des politiques publiques en la matière. Je présente ainsi 19 propositions concrètes dans ce rapport. Et la première d'entre elles, c'est justement de renforcer le suivi des textes financiers par les délégations aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour assurer une meilleure prise en compte de ces enjeux. Alors, quelles sont les grandes conclusions de mes travaux ? La première entrée pour parler d'égalité entre les femmes et les hommes, c'est bien entendu le programme 137, qui est le programme budgétaire dédié à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui fait partie de la mission Solidarité, Insertion et Égalité des chances. Le programme 137 est exécuté par la Direction générale de la cohésion sociale, sous l'autorité politique du secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ce programme est composé de 4 actions budgétaires. La première, c'est l'action 11, qui porte en grande partie sur l'égalité professionnelle et qui sera de 4,9 millions d'euros pour 2018. On a ensuite l'action 12, qui se consacre à la lutte contre les violences sexistes. Le budget ici est de 18,4 millions d'euros. La troisième action est l'action 15, sur la lutte contre la prostitution, environ 5 millions d'euros. Et enfin, comme dans la plupart des programmes budgétaires, une action générale de soutien à la conduite du programme 137, qui est l'action 13, pour une enveloppe d'1,5 million d'euros. Donc au total, le budget du programme 137 s'élève à 29,8 millions d'euros pour 2018, soit un chiffre qui est en légère augmentation par rapport à 2017. On peut noter que les actions de promotion des droits, de prévention et de lutte contre les violences sexistes représentent 62% des crédits du programme et constituent donc bien une vraie priorité. Alors que la maîtrise de la dépense publique et du déficit constitue une priorité politique et économique et que la trajectoire des finances publiques repose sur une baisse de plus de 3 points du poids de la dépense publique, dont 0,7 points en moins dès 2018, ce budget traduit réellement l'engagement du gouvernement. Alors, je proposerais d'aller un peu plus loin et d'atteindre la barre symbolique des 30 millions d'euros en allouant 200 000 euros supplémentaires, par exemple à l'action 15 sur la lutte contre la prostitution. Je pense que cela constituerait un signal fort à l'égard des acteurs du secteur et des Français. Ces 200 000 euros pourraient ainsi provenir de l'action communication du programme 124, qui est un
programme doté d'1,5 milliard d'euros. Au-delà du montant du budget inscrit en projet de loi de finances, quels sont les enjeux pour le programme 137 ? Le premier enjeu, c'est celui de la sincérité budgétaire. Depuis des années, le delta est saisissant entre les chiffres qui sont annoncés lors des projets de loi de finances et les montants qui sont effectivement exécutés. Ainsi, entre 2012 et 2016, la moyenne était à 22,4 millions d'euros effectivement dépensés par an. C'est particulièrement vrai si on s'attache à l'exercice 2016, où l'enveloppe votée était de 27,6 millions d'euros et que ce qui a été exécuté n'est que de 22,7 millions d'euros. Donc l'enjeu pour 2018, c'est vraiment de voter un budget pour l'exécuter. Le gouvernement a à cet effet donné des signes encourageants, avec notamment un engagement de ne pas geler les crédits et de sanctuariser le budget sur l'ensemble du quinquennat. Par ailleurs, comme pour l'ensemble du PLF, la réserve de précaution, qui est une sorte de matelas de sécurité, est abaissée en 2018 de 8% à 3%. Ça veut dire que sur une base de 30 millions, c'est 1,5 million d'euros qui seront ainsi dégagés. Donc, je pense que ces divers éléments laissent présager d'une exécution supérieure des crédits et je m'en réjouis car les enjeux sont grands. Une fois que l'on a parlé du budget, du programme 137, le deuxième enjeu, c'est bien celui de l'efficacité et de l'effectivité des outils que nous mettons en place. En effet, les sous-exécutions chroniques s'expliquent notamment par le fait que certains programmes budgétisés ne sont pas mis en œuvre ou n'ont pas la montée en charge espérée. C'est par exemple le cas de la loi du 13 avril 2016 sur le système prostitutionnel, qui prévoit notamment des parcours de sortie pour les personnes en situation de prostitution qui ont dû être reportées, avec pour l'année 2017 par exemple, une prévision de seulement 30 parcours de sortie effectifs, alors que près de 1000 parcours avaient été prévus dans le budget. Donc je souhaiterais faire une recommandation à ce sujet, puisque c'est un sujet qui est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs pourquoi le budget prévoit une enveloppe de 2,4 millions d'euros pour accompagner les parcours de sortie. Je pense que pour accompagner de manière adéquate la montée en charge du dispositif, il serait utile de mener une mission en 2018, une mission parlementaire d'évaluation de la loi du 13 avril 2016, ce qui permettrait de faire un état des lieux du dispositif. Par ailleurs, un certain nombre de mécanismes vertueux ne sont pas tout à fait efficaces aujourd'hui. La loi Sauvadet de 2012, par exemple, sur les nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique, ne peut pas être appliquée faute d'outils fiscaux permettant de percevoir les amendes. On peut penser également à l'obligation d'égalité professionnelle pour les entreprises, qui est une loi du 9 novembre 2010 et dont le décret a été pris le 18 décembre 2012. Il est encore difficile aujourd'hui d'évaluer les sommes qui sont perçues à ce titre. C'est pourquoi je proposerais de renforcer le suivi de ces sommes perçues dans le cadre de ces dispositifs et qu'elles soient réaffectées en priorité au programme 137. Par ailleurs, l'efficacité des politiques publiques, elle est aussi par le travail parlementaire de contrôle et de recommandation. Et je pense qu'à ce titre, des progrès considérables sont à faire dans la mise à disposition des données. Je vous donne un exemple sur le document de politique transversale qui compile l'ensemble des politiques interministérielles qui concourent à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'est aujourd'hui pas disponible. J'ai ainsi dû me baser sur des chiffres plus anciens pour le présent rapport. Donc, je souhaiterais recommander d'améliorer l'information du Parlement en matière budgétaire en instaurant un délai de publication des documents de politique transversale au plus tard 20 jours après l'adoption du PLF en Conseil des ministres pour nous laisser le temps de pouvoir travailler les données. Enfin, je tiens à préciser que le programme 137 joue un effet de levier. Il permet de mettre le pied à l'étrier à certaines associations qui peuvent par la suite rechercher des financements et des partenariats. C'est dans ce cadre important de simplifier un certain nombre de procédures. Je pense notamment au Fonds social européen. On a rencontré plusieurs associations qui ont exprimé les difficultés à bénéficier de subventions du FSE. Et je pense qu'on pourrait également essayer de renforcer, d'accompagner davantage les acteurs de terrain en renforçant les partenariats avec les ministères et les pouvoirs publics.
Je le disais dans mon propos liminaire, les enjeux d'égalité femmes-hommes ne se limitent pas aux bornes du programme 137. Il y a une vraie transversalité des politiques d'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est un point important que j'ai souhaité soulever dans ce rapport. Les moyens qui sont alloués recouvrent un large périmètre qui mobilise de nombreux ministères, ainsi que d'importantes ressources dans les budgets des collectivités territoriales et de la protection sociale. L'égalité entre les femmes et les hommes est en effet une question transversale car elle touche l'ensemble des sphères de la société. Il suffit de rappeler les trop nombreuses inégalités qui subsistent pour saisir cette réalité. Éducation, emploi, santé, représentation politique, parité, violences faites aux femmes, responsabilité parentale, tâches ménagères, pratiques sportives, retraite, et ainsi de suite. Cette transversalité implique donc une approche interministérielle. Sans passer en revue toutes les analyses et recommandations dans ce domaine, il me semble important d'insister sur cet aspect transversal et interministériel de la politique d'égalité femmes-hommes. On l'a dit, celle-ci n'est pas portée par le seul programme budgétaire 137, ni uniquement par le secrétariat d'État de Marlène Schiappa. Il s'agit d'une politique intégrée, impliquant un effort financier qui doit jouer un rôle de levier de plus de 310 millions d'euros, d'après les chiffres du dernier DPT disponible. Pour ce rapport, l'importance de la transversalité de la politique d'égalité et étudier plus précisément la façon dont les enjeux d'égalité femmes-hommes peuvent être pris en compte dans les différentes politiques publiques, j'ai souhaité prendre l'exemple de la politique d'aide publique au développement. L'aide publique au développement est portée principalement par 2 programmes budgétaires et interministériels, et il implique de très nombreux acteurs institutionnels. Alors pourquoi l'exemple de l'APD ? Pourquoi l'exemple de l'aide publique au développement ? Parce que c'est un champ où la prise en compte du genre est assez mature et elle amène des résultats intéressants, notamment grâce à la mise en œuvre d'une stratégie genre et développement. Un récent rapport du Haut Conseil à l'égalité estime ainsi qu'en 2016, près de 30% de l'aide bilatérale au développement concernait des projets intégrant un objectif prioritaire ou secondaire d'égalité femmes-hommes. Comme le souligne ma recommandation numéro 12, il me semble important de continuer à faire preuve de volontarisme politique pour s'assurer que nous atteignons le plus rapidement possible l'objectif de 50% d'aide publique au développement intégrant des enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes. Ainsi, cet exemple permet de souligner que n'importe quelle politique publique peut et doit développer une méthodologie pour mieux intégrer les enjeux d'égalité. Au-delà du budget de l'État, d'autres budgets sont en effet directement impliqués dans la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Les dépenses des collectivités territoriales d'une part, les dépenses de protection d'autre part. Ainsi, dans le domaine de la politique familiale, par exemple, dans laquelle un effort particulier est mené pour aider les parents à mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, même si, bien sûr, la prise en charge des jeunes enfants n'est pas une question qui concerne uniquement les femmes, les inégalités persistent dans ce domaine et c'est bien souvent sur les femmes que repose cette charge de conciliation. Donc les questions de garde d'enfants ont un réel impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Et elles impliquent d'importants moyens financiers. En 2015, ce sont près de 30 milliards d'euros qui ont ainsi été alloués à l'accueil des enfants de 0 à 6 ans. Je souhaitais formuler une recommandation à ce titre. Donc, bien que la politique familiale soit davantage de l'ordre du PLFSS que du PLF, c'est bien une question de transversalité des questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Une mission parlementaire a été lancée sur le sujet de la politique familiale. Et je pense qu'il serait utile que la délégation aux droits des femmes soit entendue par le rapporteur de cette mission. Dans la même logique, je tiens à souligner que de nombreuses mesures du PLFSS participent directement à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Je pense notamment à la hausse de l'allocation du complément de mode de garde pour les familles monoparentales, dont 85% sont des femmes, ou encore à la revalorisation du minimum vieillesse, dont 56% des bénéficiaires sont des femmes. Enfin, et c'est un point important, il y a aussi de vrais enjeux dans la fiscalité. C'est ce que j'ai souhaité étudier dans la troisième partie de mon rapport. En effet, si un certain nombre de dépenses fiscales sont rattachées au programme 137, je pense à la garde d'enfants ou à l'emploi d'une personne à domicile,
Un sujet sur lequel il me semble intérêt de nous arrêter est celui de l'imposition sur le revenu. Le choix du système fiscal n'est en effet pas neutre, comme cela a pu être évoqué durant les auditions. C'est pourquoi je soutiens pleinement la possibilité de permettre aux couples de choisir l'imposition sur le revenu séparé et que je recommande de lancer le droit d'option prévu dans le programme présidentiel dès le PLF 2019. Je me suis également penchée sur la défiscalisation des dons aux associations. Alors qu'on pourrait croire que ce dispositif serait éloigné des enjeux d'égalité, des questions se posent quand, par exemple, des associations promeuvent des actions qui vont à l'encontre des politiques publiques en la matière. À ce sujet, je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être approfondi et je pense utile qu'il fasse l'objet d'un travail parlementaire. Donc on le voit, dans le domaine fiscal également, les problématiques sont nombreuses. Dernier point abordé dans ce travail, la nécessité de mieux prendre en compte les enjeux d'égalité femmes-hommes, les textes financiers. Nous l'avons largement évoqué, les textes financiers ne sont pas neutres et participent directement de la promotion de l'égalité femmes-hommes. Pour intégrer plus efficacement les enjeux d'égalité femmes-hommes dans chaque politique publique, il est alors nécessaire que les textes financiers prennent en compte ces problématiques dès leur conception. Je pense au PLF, au PLFSS ou au projet de loi de règlement. Ceci me semble d'autant plus important que je tiens à rappeler que les inégalités entre les femmes et les hommes ont un coût réel pour notre pays et notre économie. Une piste d'action que je dégage de ce rapport serait d'une part de renforcer le fondement juridique des études d'impact qui sont prévues par la loi en inscrivant le volet égalité femmes-hommes dans la loi organique et d'autre part d'améliorer la qualité de ces études. Ça peut passer par plus d'informations, une meilleure formation du personnel ou un rôle accru du secrétariat général du gouvernement, par exemple. Avant de conclure, je souhaite insister sur le fait que la mise en œuvre de budgets sensibles au genre est aujourd'hui une étape incontournable pour intégrer pleinement les enjeux d'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des politiques publiques. Pour rappel, la budgétisation sensible au genre consiste à prendre en compte les enjeux d'égalité femmes-hommes dans l'ensemble des décisions budgétaires. Je salue le volontarisme du gouvernement en la matière et je soutiens pleinement le lancement d'une mission portant sur la budgétisation sensible au genre confiée au Haut Conseil à l'égalité, ainsi que l'expérimentation qui va être conduite au sein du ministère de l'Agriculture. À mes yeux, la progression en matière de budget sensible au genre est une priorité. Et c'est pourquoi je recommande de développer le recueil d'informations genrées dans l'ensemble des champs des politiques publiques et d'établir une feuille de route précise pour accompagner le développement de ces expérimentations. Avant de laisser place à vos remarques et vos questions, permettez-moi de revenir succinctement sur les grands enseignements de ce travail. Dans un premier temps, au titre du budget 2018 pour le programme 137, il me semble que le défi à relever est celui de la bonne exécution des crédits et de l'efficacité des politiques publiques que nous menons. Des signaux encourageants ont été donnés par le gouvernement. Il conviendra d'en suivre l'exécution en 2018. Pour autant, il convient de souligner que les enjeux d'égalité dépassent largement le programme 137. De nombreuses pistes restent à explorer et à travailler pour améliorer la prise en compte de ces enjeux dans l'ensemble des politiques publiques. Les travaux en cours sur la budgétisation sensible au genre ou les réflexions qui vont être menées par des parlementaires sur la politique familiale sont autant d'occasions à saisir pour défendre la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi il faut continuer à faire vivre politiquement ces sujets, notamment dans les textes financiers qui ne sont pas neutres. À cet égard, le Parlement et plus particulièrement les délégations droits des femmes ont un vrai rôle à jouer. Je vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention et suis à votre disposition pour répondre à vos questions, en particulier celles relatives aux propositions que je nous propose de porter au titre de la délégation droits des femmes. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure, d'abord pour ce travail extrêmement fourni, détaillé et pour l'ensemble de vos propositions et pour, par ailleurs, cette présentation synthétique qui ne devait pas être aisée à présenter devant nous. Je vous propose maintenant peut-être de prendre des questions sur le travail qu'a mené Madame Lazare.